Alors bonjour Maurice Assera, nous allons commencer par la fin en vous posant la question, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans votre décaptique, sachant quand même qu'il vous a pris 5 ans de votre vie? Alors le message par lui-même, il est tout simple. C'est une aventure qui s'est produite sur de longues années et j'ai voulu ici montrer mes sentiments par rapport à tout ce que j'ai récolté comme information tout au long de mes voyages dans le monde entier. Et principalement sur la Russie, qui est passée par la période des tsars, par l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. C'est toute une histoire. Et ça, l'accueil que j'ai reçu dans ce pays m'a énormément marqué. Et c'est cela que j'ai voulu reproduire au travers de cette aventure du décaptique où on retrouve les principaux personnages qui ont participé à cette aventure. Alors si vous voulez bien, je vais vous expliquer le cheminement qui m'a conduit à vous présenter et à travailler surtout sur cette œuvre-là. Ça a commencé en 1966, lorsque je suis allé pour la première fois avec des amis, avec 3 jeunes, faire une balade, comme on pourrait appeler ça, une balade au sein de l'Union soviétique de l'époque. C'est vrai que nous avons visité beaucoup de villes, tout était autorisé, quoi qu'on en dise, mais c'était vide, il n'y avait pas de touristes, le peuple n'était pas dehors. Et pourtant, quand on a été reçu chez les gens, on a été reçu très, très agréablement, je pourrais dire. Alors, pourquoi un triptyque pour démarrer tout ça? D'ailleurs, je ne savais pas que j'allais aller au-delà du triptyque. Mais je me suis dit, au niveau de la dimension acceptable pour l'ensemble des spectateurs futurs, il fallait au moins avoir un bon mètre de hauteur sur chacune des toiles. Mais une seule des toiles n'était pas suffisante pour mettre en place tout le ressenti de ces premières années. Donc, j'ai dû étaler ça sur 3 grandes toiles, dans lesquelles on se retrouve ici avec l'église de Saint-Basile le Bienheureux à Moscou. On se retrouve ici avec le Kremlin, qui est en fait un mur de protection, si on peut appeler ça comme ça, et qu'on va retrouver ici à Nijni Novgorod, le Kremlin aussi, et derrière l'université, et aussi les nouvelles bâtisses que vous apercevez là-haut, à Moscou, qui montrent qu'ils ont les capacités aussi de créer des bâtiments de très grande dimension. Justement, je voulais vous montrer que ici, dans l'histoire, il s'est passé l'histoire de cette église du sang versé à Saint-Pétersbourg, et comme par hasard, il y avait un musée extrêmement connu qui s'appelle le musée de l'Ermitage, où l'art y est représenté de façon très importante. Et cet équilibre entre les deux, l'histoire et le passé, et aussi l'art que nous avons l'occasion de voir en passant, ça m'a donné l'idée de retracer un petit peu cette vie du peuple russe entre la période des tsars et la période dernière que l'on a rencontrée en 2014. Donc c'est que des clichés que vous avez mis dans vos tableaux? Tous ces clichés sont là un par un, en fonction de toutes les visites qui ont été réalisées et les gens que j'ai pu rencontrer, qui ne s'arrêtent pas simplement à la vision ou à la visite de certains monuments, mais surtout qui s'adressent aussi à des contacts et à des échanges. La preuve, c'est que nous avons été, sur demande, mettre des cours à disposition justement de certaines universités et pour justement montrer comment nous allions dans le sens de la critique et de l'art. À l'arrivée de la fin de ce triptyque que j'ai essayé de présenter à plusieurs reprises dans les expositions successives, je me suis dit quand même que c'était vraiment très concentré historique, sans plus. Il y avait bien de belles églises, il y avait bien des beaux Kremlins, il y avait des personnages, il y avait l'ours, représentatif en particulier de la Russie. Il y a aussi, là-bas, on aperçoit Raspoutine, si vous préférez, qui est là juste en face de l'église des Tsars. Mais il fallait aussi que je remercie tous ceux qui m'ont accueilli et m'ont organisé des séjours artistiques
là-bas. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue de rallonger un petit peu ce décaptique, enfin au départ triptyque, et j'ai positionné les premiers qui m'ont invité, c'était pas n'importe qui, c'est la famille Bouchkov. Bouchkov qui est un des meilleurs peintres et dessinateurs de tout ce que l'on connaît en Iconie. C'est lui qui a fait par hasard, avec deux amis à lui, les murs de l'ambassade de Russie à Washington. Pendant plusieurs années, il est parti les peindre. Ce monsieur est extraordinaire et ils m'ont donné, sans rien demander en retour, l'hospitalité autant de temps que je voulais. Finalement, ils ont même organisé des expositions, ils m'ont loué des locaux pour que je puisse peindre sur place. Il est évident que ça reste chez eux et ça ira dans leurs expositions dans l'avenir. Je ne les garde pas pour moi. Donc j'ai voulu les mettre à l'honneur, surtout autour d'un paysage, pas lunatique, mais quand même, où les lumières, que ce soit en été comme en hiver, apparaissent fantastiques. On est baigné par une lumière extraordinaire. Alors justement, on parle de couleurs. Tout votre travail est très, très, très coloré. Est-ce qu'il y a une volonté de, on va dire, vis-à-vis de la Russie, de montrer la beauté de la Russie, ou c'est simplement un plaisir personnel, vous avez envie de vous exprimer par la couleur? Vous savez, dans l'art, il faut savoir être à jour ou au niveau actuel. Or, il s'est avéré qu'au travers de tous ces voyages, j'ai rencontré peut-être beaucoup de peintres, mais je n'ai pas pu rencontrer les meilleurs peintres qu'il y avait à l'époque, puisqu'ils étaient là entre 1870 et 1930, et en particulier ceux qui ont découvert la lumière et qui l'ont aménagée et fait sortir de leur toile. Il s'agit du peintre Savrazov et von Clever. Et ça m'a énormément marqué quand j'ai vu les travaux de ces deux personnages-là. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, ils ont raison de faire quelque chose. Ils ont raison de sortir la Russie et son travail pictural de la neige, du nuage pour que ça soit sombre et on voit qu'on est toujours sur soi-même, alors que là, il y avait une ouverture qui leur permettait de s'ouvrir au monde. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et que j'avais le droit, quelque part, de montrer ça au monde, puisque le but de ce décaptique, c'est pas de le vendre, au contraire, c'est de le montrer. Alors, grâce à monsieur et madame Bouchkov, j'ai connu d'autres artistes et d'autres personnages dans la ville de Nijni Novgorod, l'ancien Gorky. C'est une ville qui était, par rapport à là où habitait Bouchkov, à Palek, environ 60 km de distance. Et ayant connu ces personnages, je me retrouvais à Nijni Novgorod, au confluent de la Volga et de l'Oka. Et dans ce confluent-là, il y a énormément d'eau, il y a énormément de choses qui s'y passent, et en particulier, tout au long de ces deux grands fleuves, vous avez énormément d'églises et qui sont représentatifs de leur ressentiment religieux. Alors, j'en ai profité justement en passant à cet endroit-là pour faire un petit retour en arrière et vous présenter le docteur Jivago. C'est vraiment une étoile de la vie russe de l'époque 1930 et 17 pardon à 30, et j'ai reproduit ici sa maison qui se trouve pas loin de Moscou d'ailleurs, où le film a été tourné sur la vie du docteur Jivago. Ces personnages-là représentent un peu la révolution russe, puisqu'on aperçoit les rouges qui se promènent, mais ils avaient juste des ânes et des chevaux, hein, c'était difficile à transporter. Et le fameux train soudé que Lénine avait pris pour aller se rendre de l'autre côté de la profonde Russie. Et on se retrouve, quand on va très loin comme ça dans la Russie, on se retrouve ici dans le fin fond, là-bas en Sibérie orientale, où du côté de la ville de Mana, nous avons rencontré et traversé un grand fleuve ici, l'Ienisseï. Ce que vous voyez, ce sont ici des morceaux de rochers de glace qui font 2 mètres, 3 mètres de côté, de hauteur, et curieusement, de haut, on ne voyait pas, mais à moins 40, il n'y a pas question de les faire bouger. Donc il fallait crapahuter au-dessus pour aller plus loin. Et nous avons rencontré ces fameuses isbas en pleine nature.
c'est assez intéressant parce qu'elles ont des formes un peu différentes de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pour ça que je les ai mises en opposition avec les nouvelles tours qui se sont construites dernièrement à Moscou. Et le couple que vous voyez ici, justement, ce sont ceux qui m'ont permis d'organiser de nouveau des expositions en faisant sur place des peintures qui retraçaient évidemment les paysages que je rencontrais là-bas sur place. Tout ça, ça va nous amener, on ne peut pas le louper, ça c'est très important, on ne peut pas passer en Russie sans aller voir l'anneau d'or qui se trouve à Souzdal, une ville qui se trouve au nord de Moscou, à, je ne sais plus si 200 ou 300 kilomètres à peu près, mais c'est un espace où il y a des centaines d'églises, chacune avec une petite différence par rapport à son copain à côté, et chaque personne en Russie qui a son objectif de religion va avoir des petits détails, c'est toujours la même religion de toute façon, mais chacun a un petit détail différent, et les gens vont venir prier auprès de ces gens-là parce qu'ils sont plus adaptés à leurs problèmes. Hein? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une centaine, peut-être plus d'ailleurs, on ne peut pas toutes les visiter tellement il y en a, mais par contre, le peintre a eu beaucoup de travail pour arriver à les reproduire, parce que travailler au couteau et à l'huile, tous ces éléments-là, il faut des heures et des heures, ce qui a justifié d'ailleurs les 5 années de travail. N'oublions pas que c'est quand même un décaptique, c'est un ensemble qui va de 1920 par exemple, même 1870 à 2014, mais que quelque part, vous voyez bien que tous les éléments qui sont rapportés dans ce tableau s'imbriquent les uns dans les autres à la manière des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est un peu ça. Ça revient à dire que on peut toujours mettre en évidence, tout en étant dans un ensemble complet, des petits éléments qui vont attirer votre attention et qui vous permet, comme ici, d'avoir un artiste violoniste que l'on voit en double ici dans la manche avec une mandoline, et les notes de musique ici sont des petites souris. Voilà la différence. En plus, n'oublions pas qu'il met à l'honneur notre Collioure, et vous voyez qu'il n'a pas oublié de mettre des oiseaux qui dansent autour. Il y a plein de petits détails, et pourtant, nous sommes à 4000, 6000 kilomètres l'un de l'autre, mais tout s'emboîte, tout ce monde-là vit ensemble, sans difficulté, même les couleurs s'emboîtent. Même les couleurs s'autorisent à rester entre elles, alors que parfois, une couleur par rapport à une autre, on ne peut pas les mettre. Ici, c'est possible grâce à une technique particulière que j'explique lorsque je donne des cours aux enfants, parce que ce sont eux qui vont porter les couleurs par la suite. Et je ne peux pas l'expliquer ici dans le détail, parce que ça serait recommencer le cours sur place, mais pourquoi pas, on aura le temps d'en parler pour la suite. Alors, il n'y avait pas que des artistes picturaux, hein. Il y avait aussi des musiciens. Et on a rencontré des musiciens d'une qualité exceptionnelle. Là-bas, il y en a beaucoup. Et ils apprennent, ils sont aidés, et celui que vous voyez ici, beaucoup m'ont dit que c'était Louis XIV, pas du tout, c'est Marcos Vardan, qui d'ailleurs est venu de sa propre initiative à nos appels de façon gracieuse. Il est venu pour montrer son art et surtout l'échange tel que nous l'avons toujours vécu dans l'histoire entre la France et la Russie de l'époque. Et donc, ce personnage-là est venu 4 fois. Ici, il est passé au Palais des Congrès, pas en tant qu'artiste, mais il est venu dans une exposition jouer sa musique préférée, bien sûr, au violon. D'ailleurs, ce que vous apercevez ici, autour de l'anneau d'or, c'est un genre de violon dont vous voyez les cordes et vous voyez la caisse de résonance. Cependant, ici, avec son archet, il montre directement où il a été, ici, à Collioure, puisqu'on l'avait accueilli et on l'a promené un peu partout. Tout ça pour arriver finalement à une évolution encore plus importante de l'art pictural, qui va dans le sens de von Clever et de Savrazov d'ailleurs,
Ici, nous avons des modifications naturelles de la lumière, de la couleur et de l'esprit, puisque tout est modifié avec des situations complètement différentes, avec des couleurs qu'on n'a jamais vues. Et en plus, nous avons créé ici sur ce décaptique des effets 3D, grâce à une paire de lunettes que l'on peut mettre pour les visionner, mais des effets 3D en volume, c'est-à-dire qui ne restent pas plans dans l'espace, mais qui vous englobent complètement grâce à ces volutes que j'ai peintes ici. Alors évidemment, ça s'arrête là, ici, au 10e, mais au dos, il y a une petite flèche et il y a marqué 11. Ça veut dire que, qui sait, l'histoire peut-être nous permettra d'aller encore plus loin et pourquoi pas en faire 20. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, on peut continuer la visite dans mon atelier et je pourrais vous expliquer, vous montrer comment on travaille ces choses-là.